Bienvenue dans le débat de France 24, c'est notre heure habituelle et c'est du 21 juin prochain au 19 juillet, la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte. On connaîtra ce soir le tableau de la phase finale et le calendrier des rencontres. Le tirage au sort va débuter au Caire, un événement qu'on va suivre avec Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine. Bonjour Ziad. Bonjour. Avec aussi Karim Baldé, journaliste à TV5 Monde, avec Mansour Loum, directeur de la rédaction de Stade Afrique. Bonjour. Et avec Benoît Perrochet de la rédaction de France 24. Benoît, on va d'abord peut-être dire un mot de ce qui attend ce soir, ceux qui suivront ce tirage au sort. Ça va se dérouler comment ? Alors c'est déjà une CAN un petit peu spéciale, en tout cas nouvelle version New Look, voulue par la nouvelle équipe dirigeante de la Confédération africaine de football, puisque ça y est, on est passé à 24 équipes contre 16 auparavant. Donc une compétition élargie qui va se dérouler désormais l'été, alors qu'avant c'était plutôt au mois de janvier, février. Et puis concernant le tirage au sort, les 24 équipes qui ont été réparties selon leur classement FIFA, alors qu'avant c'était leurs résultats lors des différentes CAN et des différentes Coupes du Monde qui importaient. Donc 24 équipes, des stars du continent pour effectuer ce tirage. On pense à Emmanuel Amunike du Nigeria et la Dji Diouf du Sénégal qu'on connaît bien en France également. Il y aura Moustapha Hadji, marocain, qui a joué longtemps du côté de l'AS Nancy Lorraine. Alors dans le chapeau, on va découvrir, parce qu'on connaît les chapeaux. On connaît les chapeaux depuis hier. Raphaël, donc l'Égypte, pays hôte, le pays le plus titré sur le continent, 7 Coupes d'Afrique des Nations pour les Pharaons. Le Cameroun, le tenant du titre, et l'Égypte, ce sera évidemment l'équipe à éviter. Et ce sera donc le match d'ouverture, le 21 juin, quoi qu'il arrive. Le 21 juin, quoi qu'il arrive, l'Égypte disputera ce match d'ouverture devant son public. L'Égypte qui dispose en plus depuis maintenant 2 saisons du meilleur joueur africain, Mohamed Salah. Donc dans ce chapeau, je vous le disais, le Cameroun, le Sénégal de Sadio Mané. Sadio Mané, c'est évidemment aussi le partenaire de Mohamed Salah à Liverpool. La Tunisie, le Nigeria, le Maroc, ce sont donc les mondialistes. Et puis ces équipes-là qui vont vouloir éviter sans doute des équipes comme la Côte d'Ivoire, l'Algérie ou encore le Ghana qui figurent, eux, dans le pot 2. Et puis on va découvrir les pots 3 et les pots 4 avec des nouveaux venus dans cette phase finale. On pense à la Mauritanie, à Madagascar notamment, le Burundi également, et puis des grands absents pour cette édition, le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang, le Togo de Claude Leroy ou encore le Burkina Faso qui avait été finaliste en 2013 et 3e de l'édition 2017. Alors on va dire un mot effectivement, vous nous l'avez déjà laissé entendre Benoît, cette CAN, c'est une CAN nouvelle formule. On va peut-être d'abord s'entretenir un instant avec Claude Leroy qui est avec nous en direct de Lomé. Claude Leroy, vous êtes sélectionneur de l'équipe nationale du Togo, merci d'être avec nous. Votre équipe, autant le dire tout de suite, elle n'est pas qualifiée, c'est forcément une déception. Pour autant, vous allez suivre évidemment cette Coupe d'Afrique des Nations 2019 et ce tirage au sort ce soir. Oui, bonsoir à tous. Oui, bien sûr que c'est une énorme déception. C'était un petit traumatisme ici au Togo. On avait envie d'être au Cameroun au départ et puis en Égypte ensuite. Mais bon, je pense que ça va être une belle Coupe d'Afrique des Nations avec quelques pays qui semblent se dégager dans la liste des favoris. Vous pensez à qui justement ? Tout le monde évidemment évoque le pays hôte, l'Égypte. Difficile, compte tenu du palmarès de l'Égypte dans la compétition, de ne pas y penser. Oui, surtout le palmarès chez eux, parce que la dernière fois où j'ai participé à des Coupes d'Afrique des Nations en Égypte, c'était en 86 et en 2006. Ils avaient gagné à chaque fois, légèrement favorisés. Il ne faut jamais oublier que le siège de la Confédération africaine de football est au Caire. Je pense plutôt, indépendamment des pharaons, je pense aux différents lions qu'il y a sur ce continent. Il y a les lions de l'Atlas, le Maroc, et les lions de la Teranga, le Sénégal, qui semblent se dégager avec les lions indomptables du Cameroun. Et puis derrière, il y a des équipes comme la RDC, qui pourrait aussi être une belle surprise. Par contre, vous avez cité le Ghana, et moi je ne vois pas du tout le Ghana cette année parmi les favoris de cette compétition. Alors on va en parler bien sûr, mais c'est une compétition dont le format a été modifié. D'abord sur les pays qui sont sélectionnés, le mode encore une fois de calcul qui cette fois-ci prend en compte le classement mensuel de la FIFA. Et puis il y a aussi cette ouverture à davantage d'équipes, cette Coupe d'Afrique des Nations qui pour la première fois donc va se jouer cette année, on l'a dit, à 24 et en été. Pour vous, ça change quoi ? Ça change qu'on s'est plié au desiderata du football européen.
surtout, puisque je pense que c'est quand même dans des périodes janvier, février, quelquefois mars, où c'était le plus agréable de faire des compétitions sur le continent africain, un peu partout, même si en plein hiver, il y avait l'été austral en Afrique du Sud. Et là, faire une compétition en plein mois de juin, plein mois de juillet en Égypte, je pense que les organismes vont beaucoup souffrir après une saison déjà qui a quand même été très contraignante au niveau physiologique, et des joueurs, vous en parliez, comme Sadio Mané, comme Mohamed Salah, qui ont une immense compétition avec la Première Ligue, plus la Ligue des Champions. Je me demande dans quel état ils vont finir cette Coupe d'Afrique des Nations. Ça sera un des gros points d'interrogation, savoir quelle est la véritable fraîcheur athlétique des équipes qui vont se présenter à cette Coupe d'Afrique des Nations. Le Togo absent, pour qui penchera le cœur des supporters togolais, d'après vous? Bon, les supporters togolais, ils sont tristes qu'on ne se soit pas qualifié. Bien évidemment, moi j'ai dit après que j'aimerais bien que le Bénin de Michel Dussuyer fasse une belle performance. Ils nous ont sortis. Moi, je serai toujours derrière les équipes que j'ai entraînées avant et auxquelles je suis toujours resté très attaché. Donc, bien sûr, le Cameroun, la RDC, le Sénégal et aussi le Ghana, même si je ne les vois pas parmi les bonnes équipes. Mais je pense que les supporters togolais sont assez proches des Béninois, qui sont quand même leurs grands voisins. Et le Maroc, est-ce que vous pensez à votre compatriote Hervé Renard, qui a déjà remporté la CAN avec 2 équipes différentes? Pour lui, ça représente aussi un défi important, cette Coupe d'Afrique des Nations. Je pense qu'il sera pas loin de son 3e trophée, Hervé. Je crois que s'il le gagne pas, il sera, comment on dit en géométrie asymptotique de la victoire. Je crois qu'il va flirter avec cette 3e victoire. Ils ont une équipe très solide, très compacte, très bien organisée, très très sûre défensivement. Or, il faut être très solide défensivement sur une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations. Hervé maîtrise parfaitement cette compétition. Il a l'équipe pour. N'oublions pas qu'il est passé, il a été un peu critiqué l'année dernière pour la Coupe du Monde, alors qu'il est passé à côté d'un énorme exploit dans un groupe où il y avait l'Espagne et le Portugal. Donc, bien sûr que... Puis bon, il y a le Kenya de Sébastien Migné, un autre de mes anciens adjoints. Donc, eux, je vais les suivre avec une tendresse particulière, tous ceux qui ont travaillé avec moi pendant ma carrière. Ouais. Merci beaucoup, Claude Leroy. Merci pour vos commentaires. Merci à vous, à bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt. Karim Baldé, on va revenir sur d'abord ce qui change à l'occasion de cette Coupe d'Afrique des Nations. D'abord, ce tirage au sort à 24 et non plus à 16. C'est une aubaine pour des pays qu'on n'avait pas l'habitude de voir à pareille fête. La Mauritanie, Madagascar, le Burundi. C'est vrai que cette CAN à 24 équipes ouvre des portes. Et vous avez cité les Mourabitoun, par exemple, de la Mauritanie. On n'aurait pas pu imaginer voir ce genre d'équipe-là à la CAN, à la grande CAN, si c'était resté à 16, parce que c'est un format assez resserré avec 4 groupes de 4. Là, dans ces qualifications, ça a laissé des portes ouvertes. Alors, il y a eu les grands absents, c'est vrai, le Gabon, etc. Mais ces équipes-là, non seulement elles ont profité de l'ouverture de la CAN à 24, mais aussi, finalement, c'est l'aboutissement de projets bien menés, puisque la Mauritanie a quand même terminé en tête de son groupe, et la Mauritanie a quand même éliminé le Burkina Faso, ce n'est pas rien. Et même sans la CAN à 24, elle aurait peut-être été qualifiée pour cette compétition. Donc, que ce soit la Mauritanie ou Madagascar, depuis l'arrivée de Nicolas Dupuy à la tête du Barea, dans les 2 cas, ce sont des sélections qui ont choisi des projets, on va dire, de long cours, sur 1, 2, 3, 4 ans, en passant de la formation des équipes de jeunes jusqu'à l'équipe A. Donc, finalement, au-delà de l'ouverture, ça a permis de donner un espoir à ces pays-là qui n'auraient jamais trop songé. Et donc, les fédérations aussi, dans certains pays, se sont mobilisées pour permettre d'accéder à la grande Coupe d'Afrique des Nations. Des pays, Mansour-Loum, qui ont une réelle chance de percer. On va peut-être les voir d'ailleurs, ces surprises, comme on dit. Ouais. Ou bien est-ce que c'est fait aussi pour permettre une entrée en lice plus favorable, finalement plus confortable pour les favoris? Vous savez, quand on voit par exemple Madagascar qui aurait mis une pièce, même dans une CAN à 24, que Madagascar serait actuellement qualifié en phase finale. Donc je pense que c'est ouvert. Ce sont des pays et surtout des fédérations qui ont travaillé avec des sélectionneurs qui ont vraiment eu des projets on va dire à moyen, long terme, et que les résultats ne sont pas le fruit du hasard quelque part. Là, on arrive dans une CAN, nouvelle formule, nouveau format, aussi décalé sur la période parce qu'on n'est plus en janvier, mais en juin, les organismes seront fatigués. On va avoir des stars qui auront fait beaucoup de matchs, qui auront joué la Coupe d'Europe, qui vont arriver beaucoup plus épuisés. Et à côté de ça, peut-être justement des joueurs des équipes comme la Mauritanie, le Burundi, Madagascar,
qui auront moins de matchs dans les jambes et qui voudront vraiment faire une grosse compétition parce que peut-être qu'elles n'auront pas l'occasion de regoûter à la CAN. Et je pense qu'on peut avoir une ou deux petites surprises pour la suite. C'est votre sentiment à vous aussi, Ziad Limam. Il y a aussi le fait que ça se joue en été, c'est pas totalement anodin. Ça change les conditions de jeu, ça peut être plus éprouvant pour les organismes. C'est aussi le résultat d'une pression des clubs. C'est une découverte. On va, j'ose pas dire à l'aventure parce que On peut le dire. ça serait peut-être un peu du rail. Non, c'est une véritable découverte. D'abord, on ne sait pas du tout. Si vous voulez, un des arguments récurrents concernant la CAN, c'est comment peut-on en faire quelque chose qui soit du même niveau que la Copa América ou peut-être un jour le championnat d'Europe. C'est-à-dire comment on pourrait exporter cette CAN vers un public qui soit pas uniquement africain, qui sortirait de notre précaré à nous. Et donc là, il y a clairement des questions de qualité de jeu, d'intensité des matchs, il y a des questions d'infrastructures au sol qui permettent d'avoir du bon football, etc. Et là, quand même, sur un pays qui se préparera en 7 mois, avec un format totalement différent, avec un nombre d'équipes totalement différent, avec 52 matchs, si j'ai bien compté, en un mois, le défi sportif, logistique, etc., est quand même là. Et pour l'Égypte, c'est un sacré pari parce que il s'agit de prouver à l'Afrique, mais de facto maintenant, puisque malgré tout cette CAN s'exporte sur le plan visuel, il faudra aussi prouver au monde qu'ils sont capables de relever ce défi. Mais ça va réduire d'autant le nombre de candidats justement à l'organisation. Alors le problème de ce format, c'est que grosso modo, il n'y a pas 35 pays en Afrique qui peuvent organiser une CAN à 6 stades. Et à 54 matchs avec parce qu'on parle des stades comme si c'était la seule chose, mais les stades impliquent les stades d'entraînement, les hôtels, les routes, tout ce qui va avec. Et les reports du Cameroun a prouvé que c'était pas si évident que ça. Il y a quand même un pari que prend la CAF sur ce format-là qui est très important et qui il faudrait pas que ça arrive au résultat contraire. Donc il y a quand même beaucoup d'enjeux à la fois sportifs, politiques, financiers. C'est un échec en fait. Oui, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que le format devienne l'effet inverse de ce qu'on recherche. Benoît, il faut rappeler quand même ce qui s'est passé parce que c'est vrai qu'au départ cette Coupe d'Afrique des Nations ne devait pas avoir lieu en Égypte, mais au Cameroun, et puis le pays hôte a changé. Absolument. Au départ, c'était effectivement le Cameroun qui héritait de l'organisation de cette CAN 2019. Mais alors le cahier des charges, lorsque eux, ils ont signé le Cameroun, c'était pour 16 équipes. Et puis le cahier des charges, il a changé entre-temps. Du coup, bien, ça nécessite plus de stades, plus de routes, plus d'hôtels pour accueillir les journalistes, pour accueillir les équipes. Forcément, ça change la donne. Et du coup, bien, ils n'ont pas réussi à rentrer dans les clous, notamment en termes de travaux. Et bien, novembre dernier, le 30 novembre dernier, la CAF, la Confédération africaine, a décidé unilatéralement de retirer l'organisation de cette CAN au Cameroun, alors que ça faisait déjà plusieurs mois qu'on avait mis des doutes sur les retards pris sur la construction des stades. Finalement, le pays hôte de cette CAN, il a été désigné en janvier dernier, à 6 mois de la compétition. Il fallait attribuer l'organisation de cette compétition à un pays capable, qui disposait déjà des infrastructures existantes pour accueillir tout ça. Donc il y a eu le choix entre les deux derniers candidats, c'était l'Égypte et l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui a organisé et de belle manière la Coupe du Monde en 2010, ça a été une vraie réussite. Le Maroc, on avait dit tiens, le Maroc, ils vont peut-être se positionner pour l'organiser, puis finalement au dernier moment ils ont dit non, on n'a jamais été candidat, on laisse l'Égypte et l'Afrique du Sud se batailler donc pour organiser cette Coupe d'Afrique des Nations. L'Égypte qui a déjà organisé 4 fois la CAN, la dernière c'était donc en 2006, mais le retrait de l'organisation de la CAN au Cameroun a modifié tout le calendrier, puisque on avait attribué la CAN 2019, mais la CAN également 2021 à la Côte d'Ivoire et 2023 à la Guinée. Du coup, la CAF, elle a décidé encore une fois unilatéralement de les décaler. Et les pays n'ont pas vraiment eu leur mot à dire. Donc en 2021, ce sera au Cameroun. En 2023, à la Côte d'Ivoire, même si les Ivoiriens ont un peu grincé des dents lorsqu'ils ont appris la nouvelle. Et puis en 2025, ce sera en Guinée. Il ne faut pas croire que les opinions publiques africaines sont totalement, pays par pays, sont totalement acquis au principe de ces super CAN. Au Cameroun, il y a eu un vrai débat public et politique. C'est-à-dire l'argent qu'on va mettre dans la CAN, est-ce qu'il ne peut pas aller ailleurs, surtout dans les formats qui sont... Qu'on avait vu au Brésil finalement pour la Coupe du Monde. C'est-à-dire que c'est quand même cette course... c'est clair que ça ouvre la porte, le format a ouvert la porte à des équipes qui n'auraient jamais pu prétendre. Enfin, on n'en sait rien en fait, puisque quand on voit que le Burkina a été sorti, que après, la loi du foot fait son tri à elle, mais bon, ça ouvre des portes. Mais c'est aussi des investissements assez conséquents pour les pays. Quand on dit par exemple que l'Égypte, il suffisait d'eux.
En réalité, il ne suffit pas d'eux. Ils avaient leur stade, mais celui d'Alexandrie, il est totalement à refaire parce qu'il est vieux. Il faut prévoir la technologie pour les télés. Il faut prévoir tous les équipements VIP, les machins qui n'étaient pas prévus. Il y a un problème de sécurité, évidemment, c'est le mot tabou. Le port Saïd a été exclu, ce qui a aussi créé des problèmes politiques internes. Il y a le problème de la sécurité générale. 72 morts dans des affrontements. C'était en février 2012 entre deux équipes. Donc il y a le problème de la sécurité intérieure au stade. C'est-à-dire ça va être la première fois, parce que les équipes de foot jouent dans des stades vides. Vous pouvez confirmer, vous trois. Donc là, le jour de l'ouverture, imaginons en Égypte, j'ai vu des possibilités de matchs un peu... je sais pas, je crois que l'Algérie est dans le deuxième groupe, par exemple. On pourrait imaginer un Égypte-Algérie bien... D'accord, ce sera viril dans les tribunes, si c'est le cas, ce sera viril dans les tribunes. 70 000 personnes dans le stade du Caire. Oui, parce que là, les stades seront pleins lorsque les pharaons joueront. Donc il y a un enjeu sécurité pour l'Égypte qui est extrêmement important. Karim Baldé, il y avait déjà eu en 2015 le retrait, cette fois, décision de la Libye de retirer sa candidature. Pour vous, c'est inhérent à la compétition elle-même, c'est-à-dire il y a des problèmes liés à la CAN en tant que telle, ou bien c'est juste pas de chance, quoi? Le problème dans le cas de la Libye, c'est qu'avec les conflits qui se sont déroulés sur place, ils ont tenté d'échanger une première fois la CAN, puis après on s'est rendu compte que la Libye n'était plus en mesure d'organiser la compétition. Mais pour revenir sur ce que disait Benoît tout à l'heure, sur cette totale improvisation de la Confédération africaine de football. Depuis des mois, on savait que le Cameroun ne serait pas prêt en fait, pour accueillir la compétition. Parce que Ahmad Ahmad, le président de la CAF, a imposé cette CAN à 24 équipes lors du symposium de Marrakech il y a 2 ans maintenant. Et quasiment aucun pays africain n'était prêt justement à passer de 16 à 24. Donc ça a été fait sans penser justement aux moyens qui seraient mis derrière. Et on a évoqué justement les problèmes logistiques d'infrastructure qui en découlent. Et donc le Cameroun n'était pas prêt. Avec tous ces reports, la CAF en fait improvise totalement. Elle improvise ses règlements parce que quand on voit que par exemple le Cameroun a obtenu, enfin plus ou moins, ça n'a pas été dit officiellement, mais le fameux glissement. Voilà, le fameux glissement de calendrier, le Cameroun va organiser dans 2 ans, mais elle est restée dans les éliminatoires de la compétition pour 2019, alors que si on regarde le règlement, effectivement, d'où la contestation des Comores, si on regarde le règlement, le Cameroun aurait pu être exclu des éliminatoires. Donc on voit bien qu'il y a une réclamation. Il y a une réclamation en cours des Comores devant le tribunal arbitral du sport. C'est aussi la première fois que le pays hôte a préparé aux éliminatoires. Supposons que que le Cameroun n'était pas dans les éliminatoires, ils auraient été exclus d'office. Ça aussi, c'est un problème là aussi. On sent vraiment que... On va en reparler dans un instant. On arrive déjà au terme de la première partie. Il connaît bien. Voilà, il connaît c'est l'horaire. Ziad Limam, réglé comme une horloge. Mais on va se retrouver évidemment dans un peu plus de 2 minutes. On reviendra sur tout ce que vous avez évoqué, évidemment l'aspect sportif de la compétition. Retour au débat de France 24, le tirage de la phase finale de Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu du 21 juin au 19 juillet prochain. Ce tirage, il a lieu ce soir et nous on continue d'en débattre avec toujours à mes côtés Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine, avec Karim Baldé, journaliste à TV5 Monde, Mansour Loum, directeur de la rédaction de Stade Afrique et Benoît Perrochet de France 24, bien sûr, Service Sport. Un mot encore peut-être des conditions de cette organisation et de l'attribution à l'Égypte plutôt qu'au Cameroun donc de cette Coupe d'Afrique des Nations. Ça met en cause la personne, en l'occurrence d'Ahmad Ahmad, qui dirige aujourd'hui la CAF, Mansour Loum. C'est lui qui avait succédé dans les conditions qu'on sait. C'était en 2017 maintenant à son prédécesseur qui lui occupait depuis 1988 la présidence de la CAF. Il y a quelque chose qui est drôle, c'est que lorsque le président Ahmad a été élu, il y a eu un discours qui s'est répandu à la CAF, c'était « vous allez voir, tout va changer, ce ne sera plus le système et tout, vous allez voir vraiment entrer dans le vent de la modernité ». Et on se rend compte qu'au final, il y a beaucoup d'improvisation, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas réellement changé. Cette CAN A24, elle arrive comme ça après l'Euro A24. On a l'impression en fait d'une confédération qui est en train de suivre, qui est un peu dans un esprit de suivisme, et qui est en train de suivre tout ce que fait la FIFA et l'UEFA, donc c'est-à-dire le gigantisme. Très ami avec Gianni Infantino. Exactement. Et c'est pas pour rien, vous voulez dire que la CAF n'était pas obligée de s'aligner sur ce que font les autres confédérations? Mais pas forcément. Il faut aussi garder les spécificités africaines. Qui peut organiser une CAN A24 à part 4-5 pays? Personne. C'est très compliqué. Pour bien comprendre d'ailleurs, pour les néophytes, dont je fais partie d'ailleurs, il y a une distinction évidemment. La Coupe d'Afrique des Nations, c'est évidemment pas le championnat d'Afrique des Nations qui par ailleurs est organisé lui aussi à intervalles réguliers. Ouais, le championnat d'Afrique des Nations, il est réservé aux joueurs qui évoluent sur le continent africain, et puis la Coupe d'Afrique des Nations, c'est beaucoup plus prestigieux puisque c'est ouvert à tous les footballeurs et toutes les sélections africaines. D'où la pression des clubs qui bien souvent, des clubs notamment en Europe. Alors moi je sais pas, c'est une question que je me pose. Est-ce que les clubs européens sont plus mécontents que cette CAN se
se joue en milieu de saison qu'à la fin de la saison. À la fin de la saison, ils sont cramés, les joueurs. Ils ont joué, je pense à Mohamed Salah, Sadio Mané, ils vont encore aller très loin en Ligue des Champions. Ils vont jouer le titre en Première Ligue jusqu'au bout. Donc leur organisme sera sous pression jusqu'au mois de mai, juin. Ils vont jouer donc cette CAN jusqu'à début juillet. Ils vont revenir, et alors, ils auront des vacances derrière. Ils vont sans doute pas faire l'intégralité des stages de préparation avec les équipes. Mais c'est un peu la même chose quand il y a un championnat d'Europe ou une Coupe du Monde. Là-dessus, je trouve que les clubs sont un peu... sont avantagés. Je trouve que les clubs exagèrent un petit peu parce que le championnat d'Europe on peut, la Coupe du Monde on peut, la CAN est un peu le parent pauvre et puis j'ai pas envie qu'on me casse mon joueur, etc. Mais c'est vrai que certaines années, je pense à des équipes comme Lens ou comme Rennes en France, où il y avait la moitié de l'effectif qui partait au mois de janvier. Mais c'est vrai que pour le coup, pour répondre à ta question, je pense que la CAN en juin favorise les clubs parce que justement, lorsque c'était en janvier-février, les joueurs partaient en milieu de saison. Ils partaient dans des conditions hivernales en Europe, très souvent, pour aller ensuite dans des pays très chauds, pour revenir ensuite dans l'hiver européen. Ils jouaient pas avec leur club. Et des fois blessés. Et jouaient pas avec leur club. Alors qu'en fin de saison, même s'ils seront usés, ils iront jusqu'au bout pour certains en Première Ligue, dans les championnats européens, en Coupe d'Europe. Mais une fois que c'est terminé, les clubs, c'est bon, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Les joueurs ont tout donné et après, ils se débrouilleront en sélection et les sélections récupéreront ces joueurs-là cramés. Ça fait des saisons, encore une fois, très longues. Ah oui, la seule chose qu'on peut dire au bénéfice relatif du système, c'est que quand même, la CAF et un certain nombre de ses partenaires, en particulier dans le milieu de la télévision, des droits télé, etc., ça, on est quand même sorti d'une forme d'isolation. Personne ne regardait ça il y a 10 ans, 12 ans, 15 ans, en dehors de l'Afrique. C'était quelque chose de très confidentiel. C'est quand même sorti. Regarde mes critiques. Oui, alors c'est un autre problème. Oui, alors voilà, maintenant les droits télé de la CAN, par exemple, ça exposé. représente un enjeu économique. Ça représente un enjeu économique. La Ligue des champions africaine représente un enjeu. La Ligue des clubs champions représente un enjeu. Il y a les marchés africains, il y a tout ce qu'il y a autour, il y a la France, il y a le câble, il y a la TV, l'Europe, tout ça, ça coûte, ça pèse. Mais comme tu disais, cette exposition, elle joue dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on découvre ce football africain, sa diversité, des équipes incroyables, hein, et puis on se dit aussi, le niveau, il progresse lentement sur ces compétitions, d'une compétition à une autre. Et donc, ça, c'est pas bon pour les droits télé. Alors, il y a une espèce de truc comme ça qui tourne. Parce que les infrastructures ne suivent pas non plus. Justement, alors on en est où de l'organisation de l'Égypte? Ziad Limam, on évoquait juste avant le début de cette édition spéciale des retards. En tout cas, dans la presse s'est fait l'écho. Je suis tombé sur une dépêche de l'AFP un petit peu raide qui dit à 2 mois de la CAN, l'Égypte toujours au stade des promesses. Où en gros le raisonnement c'est de dire ils ont beaucoup fait pour les travaux qui concernent spécifiquement les stades, mais tout le reste, ça va de la billetterie au programme des équipes qui vont venir, les stades d'entraînement, les hôtels, etc. Et la question aussi extrêmement sensible de l'accueil des visiteurs, qui est une question extrêmement sensible, qui est la question des visas, qui est la question de qui pourra venir, etc. Et là on sent bien qu'on est rentré dans le dur, le vif. L'Égypte est très vigilante aujourd'hui sur le contrôle de mais là aussi, on se rappelle de cet été ensemble sur les plateaux. On ne peut pas dire que les Russes soient les gens les plus décontractés du monde en termes de sécurité. Ça s'est bien passé. Et ils ont trouvé un espèce de mécanisme qui a ouvert la Russie à des dizaines de milliers de visiteurs qui sont venus. Il y avait les passes, les trucs. Ils n'ont pas eu 6 mois pour le faire. Oui, voilà, exactement. C'est ce que j'allais dire. La Russie a eu beaucoup de temps, et c'est normal pour une Coupe du Monde, c'est préparé très en amont. Alors que là, avec une attribution en janvier, un tirage au sort mi-avril et une compétition en juin, comment voulez-vous vous organiser? Sur les camps de base, par exemple, on n'en sait rien aujourd'hui. C'est le flou le plus total. Alors, la directrice de la communication de la CAF a tenté de rassurer en disant après le tirage au sort, on va vous donner quelques petits éléments. Mais ce n'est pas suffisant. 2 mois, honnêtement, nous qui souhaitons couvrir la compétition, même pour les journalistes, il n'y a pas encore le processus d'accréditation. Pour les équipes, on ne sait pas où ils vont être logés. Les camps de base, on n'en sait rien. Bref, on ne sait rien de cette Coupe d'Afrique. Et ça, en soi, c'est pas normal et ça va pas avantager l'Égypte, sachant le contexte sécuritaire qu'il y a autour de ce pays. De la part d'un pays pourtant, Mansourloum, qui héberge le siège de la CAF, et puis qui, alors pour le coup, en termes politiques, là, qui fait quand même une offensive en direction du continent africain, avec aussi cette présidence tournante de l'Union africaine qu'il occupe actuellement, on aurait pu penser effectivement que l'Égypte se prépare à un événement de cette ampleur. Après, on va peut-être blâmer l'Égypte, mais est-ce que c'est la faute de l'Égypte? L'Égypte, quelque part, elle vient au secours de la CAF. C'est un peu ça le problème. Après, forcément,
forcément, les stades, je pense, qui seront... Je pense pas qu'on va blâmer l'Égypte, je pense qu'on va blâmer la CAF. Plutôt surtout, la CAF, ouais. Après, il y a un risque. ça dépend parce que c'est les pays organisateurs. On va dire, regardez la CAN qu'elle organise. C'est malheureusement ça le problème. Je sais pas s'il y aura une confusion à ce niveau-là. Je pense que Tout tout le dépend monde des a bien événements qui conscience aussi dérouleront. des conditions d'attribution de cette CAN-là, Ouais. que l'Égypte, elle a eu que 6 mois pour se préparer. Il faut avoir le recul pour voir tout ça. Hein. Après, il y en a, ils voient tout Non, il y de a suite quand même- ce qui se c'est une offensive de séduction, Ziad Limam, en tout cas, du régime Sisi envers le continent africain. Non, il y a une politique stratégique de l'Égypte qui s'ouvre vers son sud, parce que c'est plus facile vers le sud. Donc la COMESA, toute cette zone commerciale qui irait de l'Égypte jusqu'en Afrique du Sud, en Afrique australe, etc. Ça, c'est très clair. Il y a le poids qu'il a pris dans l'Union africaine, puisqu'il en assure une présidence pour un an. Mais il y a quand même un reset, j'allais dire, culturel, parce qu'on n'arrive pas, on n'arrive pas en Afrique comme ça, ou en tout cas dans l'Afrique au sud de sa frontière. Donc il faut connaître les gens, il faut rentrer dans les mécanismes, donc voilà, par exemple, il était en visite officielle en Côte d'Ivoire. Hier, c'était prévu pour 48 heures. La chute du général Bachir, le président, ex-général Bachir, l'a fait rentrer rapidement, parce que là, voilà, on est D'ailleurs, délivrer un soutien aux autorités. On sent que c'est très coordonné voilà, aussi avec l'Égypte, on ce est qui se dans passe la en ce moment à réalité, Khartoum, on est dans hein. la réalité de sa région, etc. C'est un régime aussi particulièrement autoritaire en ce moment. Peut-être qu'il y aura une évolution ou pas, mais donc tout ça, c'est des questions quand les gens vont venir. Et encore une fois, je fais le parallèle avec la Russie, c'est pas inintéressant. Quand les gens devaient aller en Russie, on parlait de Poutine, de l'autoritarisme, etc. Les gens vont aller en Égypte, ils vont voir ce pays. Et c'est aussi un risque qu'on prend, c'est de se montrer à l'opinion publique, africaine en particulier, mais il y aura toutes les télés du monde qui seront là aussi. Alors au plan sportif, évidemment, on va voir la liste des favoris à nouveau. Voilà. L'Égypte rêve de briller devant son public, ce qu'elle a fait d'ailleurs, hein, avec 7 CAN à son actif, dont 3 à domicile dans le passé. C'était aussi la finaliste de la dernière édition. Et puis elle compte un joueur, sans doute le plus populaire en Afrique dans ses rangs, c'est Mohamed Salah. Autant dire que ça fait de l'Égypte le favori à l'entame de cette compétition, Benoît. Ça va être dur, Ouais, ça va être dur d'aller les chercher, c'est sûr. Ils seront devant leur public. Mohamed Salah, on en parle maintenant depuis son arrivée vraiment du côté de Liverpool le 1er juillet 2017. Déjà, il avait montré de belles choses quand il était un joueur de la Roma, mais il a vraiment éclos aux yeux du monde entier en Mondiovision avec les Reds de Liverpool, bien aidé, c'est vrai, par son manager Jürgen Klopp qui a tellement cette vision intelligente de sa conception d'équipe, de sa tactique. 21 buts, toutes compétitions confondues cette saison. C'est une icône aujourd'hui dans son pays, hein, Mohamed Salah, faut pas se mentir. Sa valeur marchande, j'ai été regardé tout à l'heure sur un site spécialisé, 150 millions d'euros. Si vous voulez engager Mohamed Salah, voilà ce que ça vous coûte au minimum. C'est l'équivalent d'un Antoine Griezmann, par exemple. Oui, donc c'est dire, hein, effectivement, le niveau. Alors, on va revoir encore une fois ses favoris. Alors, c'est purement subjectif, hein, mais on a en gros mis les équipes qui ont disputé la dernière Coupe du Monde en Russie. Et puis voilà, et puis on a mis le Nigeria aussi. Qui a aussi fait la Coupe du Monde et qui aurait pu passer en huitième de finale. Bon, il y a eu ce match contre l'Argentine où il y a eu ce renversement de situation grâce à Lionel Messi, mais le Nigeria n'a pas démérité, sachant que c'est une jeune équipe avec 1 ou 2 cadres seulement trentenaires. Donc, voilà, Gernot Rohr, depuis qu'il a repris en main cette sélection, a réussi cet alliage et on verra ce que ça donne lors de la CAN. Alors on le sait, hein, l'Égypte n'affrontera pas ni le Sénégal, ni la Tunisie, ni le Maroc, ni le Nigeria, puisqu'ils sont tous dans le pot 1. Autant dire, ces favoris-là, ils vont s'éviter soigneusement. Hein. C'est sûr, ils vont Mais bon, le pot 2, il est copieux aussi. Hein. Ils vont s'éviter, mais il y a du lourd dans le pot 2. Il y a du Côte RDC, d'Ivoire, Ghana, Mali, Côte d'Ivoire, Guinée. Cameroun. Et Algérie. Et tout le monde parle des gros, on oublie la la Guinée, mais attention, la Guinée quand même, je pense, parce qu'elle a quand même fini première de son groupe devant la Côte d'Ivoire, ce qui n'est pas rien. Elle a une génération qui est vraiment pas mal, notamment par du milieu, Diawara de Naples, Naby Keita de Liverpool. Ce sont quand même 2 des meilleurs joueurs africains du moment, et je pense que c'est une équipe qui peut être un sérieux outsider pendant la compétition. Sachant que si je peux ajouter un mot sur la Guinée, qui est mon pays, et j'en reviens, donc ça tombe très bien. Effectivement, Mansour, tu parlais de ce milieu de terrain exceptionnel. Depuis l'arrivée de Paul Put à la tête du Sili national, il y a quand même plus de cadres. Moi, je me souviens de l'époque l'AP Bangoura, où là, c'était un peu le bazar. On suivait les rassemblements, il y avait les femmes des joueurs, les agents, ça marchandait dans tous les sens. Même moi, en tant que journaliste, je me dis, mais comment est-ce possible que tout le monde soit là, au lieu de
laisser vraiment les joueurs tranquilles pour préparer les matchs. Donc là, il y a quand même eu un cadre qui a été mis en place où c'est beaucoup plus rigoureux. Et à l'arrivée de nouveaux joueurs également, notamment des binationaux qui ont rejoint la sélection, Amadou Diawara, qui a longtemps été courtisé, qui voulait pas trop se prononcer, est-ce qu'il joue pour l'Italie, est-ce qu'il joue pas pour la Guinée, etc. Il s'est prononcé, d'autres joueurs ont suivi également. Donc ça amène cette génération-là. Après, la Guinée n'a pas franchi le stade des quarts de finale et c'est ce fameux palier justement, un petit peu comme le PSG parfois en Coupe d'Europe. C'est le stade des quarts de finale que la Guinée souhaite franchir cette année à l'occasion de la Coupe d'Afrique. Vous êtes optimiste. Et on verra effectivement. Alors dans les favoris, il y a évidemment le Maroc avec Hakim Ziyech, les Lions de l'Atlas qui ont participé à un total de 19 phases finales de la CAN. Alors ils n'en ont remporté qu'une seule. C'est vrai, ils sont arrivés en finale en 2004 et puis ils ont participé donc aussi à la Coupe du Monde en Russie. Quelles sont les perspectives pour le Maroc? Un sportif, je pense que c'était, à mon avis, la meilleure équipe en Russie. Africaine. De loin, et celle qui aurait pu... Parce qu'il faut quand même rappeler qu'aucune des équipes africaines n'a passé le premier tour en Russie, ce qui est quand même... Le Maroc avait un groupe très très dur. Oui, malheureusement. mais ils étaient la meilleure qualité. Mais rappelez-vous de ce match à Sochi, là, face à l'Espagne, le dernier match de groupe, je crois, Maroc-Espagne. Incroyable. Avec ce corner qui joue de l'autre côté, la vidéo, tout ça. Donc après beaucoup de circonstances défavorables. Les circonstances font partie du football, bien sûr, mais bon, comme moi je pense que c'est la meilleure équipe. Sur le papier. En termes je pense, de fond de jeu et de certitude, le Maroc en a énormément. Après, peut-être ce qui va les handicaper, ça va être comme lors de la Coupe du Monde, c'est-à-dire ce fameux attaquant qui va marquer dans les moments décisifs. C'est vraiment ça qui leur a fait défaut. Autre équipe, également d'Afrique du Nord, la Tunisie, les Aigles de Carthage, 18 phases finales de la CAN, une seule victoire là aussi 2004, 2 finales. Ils ont participé aussi à la Coupe du Monde 2018. Vous en faites, vous aussi, l'un de vos favoris? Ça va être compliqué. Les Tunisiens, ils ont gagné une CAN chez eux. J'étais à Tunis et j'y étais. 2004. Avec Roger Lemaire à la tête. Et c'est une équipe qui est très forte pour se qualifier. D'ailleurs, elle se qualifie régulièrement. Et très facilement surtout. Elle assez facilement, pas trop de difficultés. Après, on attend un exploit tunisien dans cette CAN depuis 2004. Donc, c'est ça le problème. Voilà. Si moi de cœur j'y suis, comme la Guinée, j'ai mon drapeau, j'y suis, mais il y a quand même un enjeu, c'est que vous le disiez tous les trois, c'est qui va pouvoir battre l'Égypte chez elle. Sportivement, politiquement, arbitralement. Il paraît qu'il y aura peut-être la VAR, ça aussi on en sait. Oui, effectivement, ça reste aussi le flou. Alors c'est un point d'interrogation, c'est pas tranché. Je sais pas, aux dernières nouvelles. Les sélectionneurs, on dit qu'ils voulaient que ce soit intégré. La CAF y réfléchit. Et donc peut-être en quart des finales, mais sans doute pas lors de la phase de groupe. C'est pareil, c'est l'improvisation. On ne sait pas. Les pénaltys contestés au premier tour. Et pour compléter sur la Tunisie rapidement, il faut préciser que la Tunisie a changé de sélectionneur il y a très peu de temps. Alain Giresse, expérimenté manager français, est arrivé à la tête des Aigles de Carthage. Il a fait beaucoup de sélections africaines, ce ne sera pas sa première CAN, loin de là, comme un peu Claude Leroy, qui a fait beaucoup de CAN également au cours de sa carrière d'entraîneur. Et il y a une instabilité au sommet, donc au niveau des entraîneurs, qui est assez bizarre parce que les résultats sont là pour la Tunisie. Et ça, on va voir si Alain Giresse aura le temps d'imprimer sa patte dans les quelques mois qui séparent la Tunisie de la CAN. Ils ont un groupe assez homogène, finalement. Ils ont des joueurs assez homogènes. On peut distinguer peut-être Wabi Kazri, par exemple, Khazri qui joue à Saint-Etienne. Mais voilà, c'est une équipe assez homogène, assez bonne à peu près dans tous les postes, mais qui n'a pas de grandes stars. Mais c'est pas mal ça pour gagner une CAN. On a vu le Cameroun il y a 2 ans. C'est vrai. Oui, c'est ça. Et une autre grande star dont on n'a pas du tout parlé là pour l'instant, c'est Sadio Mané. Alors justement, Sadio Mané est le Sénégal, le seule seule équipe parmi ses favoris dont le palmarès est vierge s'agissant de la CAN, puisqu'ils sont allés une fois en finale mais ils ne l'ont jamais remporté. Il y a évidemment Sadio Mané, il y a Benoît des espoirs qui portent cette équipe. Ouais, si on parle de Mohamed Salah, il faut parler de Sadio Mané, puisque de toute façon Mohamed Salah ne serait pas aujourd'hui Mohamed Salah du Liverpool sans Sadio Mané. Ils sont extrêmement complémentaires tous les deux. Il y a peut-être plus de pudeur chez ce joueur-là. Il y a moins d'emballement aussi médiatique, puisqu'on n'est pas en Égypte. En Égypte, c'est vrai qu'il y a une vraie ferveur. Je vous dis, c'est vraiment une icône, Mohamed Salah. Au pays des pharaons, lui, Sadio Mané, sa cote, je suis allé la voir aussi, 85 millions d'euros aujourd'hui. C'est l'un des tout meilleurs joueurs de Première Ligue, l'un des tout meilleurs attaquants du monde. Beaucoup plus pudique, beaucoup plus réservé sans doute, mais ils s'entendent très très bien. Et ces deux-là, d'ailleurs,
eh ben leur parcours, il suit une trajectoire parallèle. Ils sont dans le même club aujourd'hui. De Liverpool, vous voulez, oui. Ouais, et puis c'est également les 2 meilleurs joueurs africains des 2 dernières saisons, quoi. Il y a également, Mansour Loum, bien sûr, le Nigeria, quand on parle de palmarès à la Coupe d'Afrique des Nations. 3 victoires, 6 phases finales de Coupe du Monde aussi. Hein. C'est une équipe qui dépasse effectivement le cadre de le l'Afrique. Nigeria, je pense, cette année, avance peut-être un petit peu masqué, mais il faudra souligner le travail de préparation qu'a fait le sectionneur Gernot Rohr. Il a pris une équipe jeune, il a pris beaucoup de binationaux qu'il a réussi à convaincre de venir en sélection. Il leur a fait goûter la Coupe du Monde. Et du coup, c'est une équipe qui, quelque part, commence à se forger du caractère. Et c'est une équipe qui serait intéressante vraiment à avoir joué pour cette édition de la CAN et qui pourrait peut-être jouer les troubles fêtes. Alors on en vient à nos outsiders. On a cité évidemment le tenant du titre, le Cameroun, les Lions indomptables, qui ont disputé la finale de la CAN à 7 reprises avec 5 victoires à la clé. Le Cameroun qui a aussi participé à 7 phases finales de Coupe du Monde et a atteint notamment les quarts de finale en 1990. On se souvient à l'époque de Roger Milla. Ça va être là aussi une équipe à suivre de près, Ziad Limam, le Cameroun. Oui, quand même. On les a mis là parce que la complexité des poules et le fait qu'ils n'étaient pas en Coupe du Monde, mais c'est quand même une équipe dont on peut attendre tout ou rien. Comme il y a 2 ans, on n'attendait pas grand-chose. On n'attendait rien, ils ont gagné la Coupe. Et il faut quand même rappeler qu'ils sont dans le chapeau B, mais qu'ils sont tenants du titre. Donc normalement, justement en tant que tenant du titre. Ce sont les seuls d'ailleurs. Donc oui, mais ça, c'est les outsiders. Les outsiders, excusez-moi, j'ai confondu outsider et chapeau. C'est un choix purement subjectif. Hein. Bref, donc ils sont quand même là. Avec l'aide de Benoît Perrot. Ils peuvent toujours être là. Et ils ont une longue expérience de la compétition. Chez eux, là, en général, moi je ne suis pas un grand spécialiste. Toute la question de l'équipe des Lions, c'est la cohérence du groupe, souvent. De ne pas être infiltré par des problèmes de gestion monétaire. Et des ordres ministériels, par exemple. Depuis Casidor, on entend moins ce genre de problème, oui, de rien. calmé, Donc, on entend moins ce genre de problème. Et puis, on sent aussi une équipe qui est en train de monter en puissance. Leur dernier match contre les Comores, c'est leur match le plus abouti. Donc, ça montre qu'il y a peut-être quelque chose. Mais les Comores aussi avaient quelque chose à jouer. Donc, il faudra se méfier des Lions indomptables. Hein. Je disais hélas en tant que Comorien également, parce que moi, j'ai plusieurs casquettes et plusieurs pays. Donc, je reprends un peu les Comores. Karim, il gagne tout le temps. C'est ça qui est bien avec lui. Mais c'est vrai que juste pour terminer sur le Cameroun, comme j'avais pas mal regardé notamment le match contre les Comores, effectivement, c'était le seul match du Cameroun dans ces éliminatoires où il avait un enjeu. Parce que lors des 5 matchs précédents d'éliminatoires, ils étaient censés être qualifiés au titre de pays organisateur. Exactement. Et là, le dernier match, après tout ce qui s'est passé, le retrait de l'organisation, etc., et le Cameroun, du coup, a joué ce match décisif. Et là, on a vu un tout autre visage. On n'avait pas trop de certitude sur le jeu, on n'avait pas trop de certitude par rapport à Clarence Seedorf, Patrick Kluivert. Et finalement, lors de ce match, même si c'était que les Comores en face, on a vu qu'ils ont réussi à se surpasser, notamment mené par Eric Choupo-Moting, le joueur du Paris Saint-Germain et capitaine de cette équipe des Lions indomptables. Donc, c'est dur de les situer, mais ils peuvent quand même, le jour J, réaliser de bonnes prestations. Oui, et comme d'ailleurs aussi, hein, quand on parle des Lions indomptables, bien sûr, mais il y a aussi les éléphants de Côte d'Ivoire. On ne peut évidemment pas les compter. Hein, et même chose, on peut s'attendre au meilleur. Oui. Comme quoi, ce sera une CAN vraiment très ouverte. Il n'y a pas, à part l'Égypte, forcément, qui sera chez elle avec tout son appui. Juste pour et l'Algérie, les Fennecs. Oui, c'est pour ça que je vous disais un bon match Égypte-Algérie pour se mettre en bouche. Il ne faut pas oublier aussi que les petites équipes, elles ne sont pas venues pour se faire massacrer. Et donc, elles peuvent grappiller des points. Prendre un point ici, un point là, un match nul, etc. Et perturber cette organisation en faveur des 5 ou 4 ou 5 grands. Chacune de ces petites équipes, comme on dit, et dans tous les tournois du monde, les petites équipes surprennent. Donc il n'y a pas de raison que ça ne soit pas le cas. Vous mettriez, vous, un billet sur Bénin, Tanzanie Non, je ne mettrais pas un billet au-delà du premier tour ou des huitièmes, mais je pense que c'est des gens qui peuvent perturber... animer la compétition. C'est des équipes qui peuvent perturber les grandes équipes sur un match, prendre un point, faire une victoire surprenante, chambouler le... Ouais, et surtout ce que vous disiez, c'est vrai que de grappiller des points, ça pourrait leur permettre de se qualifier. Parce que ce qu'on n'a pas précisé avec ce nouveau format à 24 équipes, c'est qu'à l'issue du premier tour, donc il y a 6 groupes de 4, les 2 premiers sont qualifiés, mais également les 4 meilleurs troisièmes de groupe. Et ça va ouvrir des possibilités, notamment pour les petits pays. On l'a vu à l'Euro en 2016, où même avec 3 matchs nuls, on peut se qualifier. Et on peut même finir champion. Voilà. Et même finir champion, comme le Portugal. Donc ça donne des probabilités, hein, avec la possibilité effectivement de se qualifier par la suite. On va quand même parler de 2-3 absents, parce qu'on le disait, le Togo n'est pas là, mais le Gabon non plus, hein, d'Aubameyang, ça c'est la grosse surprise. Surprise.
Oui, pour le grand Demi-surprise. public. Non, quand on connaît comment ça se passe en interne depuis 2, 3, 4 ans, depuis la CAN que le Gabon a organisée à la maison, c'est le bazar général à la fédération. Éliminé au premier tour. Éliminé au premier tour lors de la CAN à la maison. Et puis derrière, le choix de Camacho comme sélectionneur qui n'était pas le bon. L'arrivée de Daniel Cousin qui a été mal faite. On a vu qu'il avait dû hausser le ton, ne serait-ce que pour avoir un contrat, ce qui est quand même bizarre. On a un entraîneur qui arrive, il n'a pas de contrat, il doit crier sur la place publique « je veux un contrat » pour obtenir un contrat. Il a obtenu juste avant le dernier match du Gabon, finalement sorti par les Hirondelles du Burundi. Et quand on voit la star Pierre-Emerick Aubameyang, effectivement, un coup je viens, un coup je viens pas. Début mars, il avait peut-être sous-entendu qu'il allait arrêter sa carrière internationale, tout ça pour venir finalement au secours de la sélection. Et finalement, ça n'a pas suffi. Donc, quand on sait tout ça, ce n'est pas vraiment une surprise. Et je dirais presque que c'est mérité pour le Gabon. Et le Burkina non plus, qui n'est pas là, mais sans l'occasion de Ça, le c'est dire. dommage. Ça, c'est dommage. Merci beaucoup, en tout cas, à Karim Baldé, à Mansour Loum, à Benoît Perrochet et à Ziad Limam. Fin de cette édition spéciale.